Septième session de la sixième mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les conseillers nationaux édifiés sur l'impact de l'exploitation minière sur les populations des zones concernées du Mali, les experts étaient du ministère de l'Urbanisme. Ils ont souligné la nécessité de l'application des textes en vigueur, notamment le nouveau code minier. Santé, avec cette très bonne nouvelle pour les habitants de la rive droite, un service d'accueil des urgences sera érigé dans 6 mois dans l'enceinte du centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. La cérémonie de pose de la première pierre, un compte-rendu de Bokari Koulibaly dans ce journal. D'autres bienheureux, sinon dirais-je chanceux dans cette édition. Il s'agit des jeunes qui bénéficieront des formations dans le nouveau centre de formation professionnelle de Markala. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, Oumoussa Alsek, a procédé à l'inauguration de l'infrastructure qui a coûté près de 2 milliards de francs CFA. La correspondance de Orené Tcherni depuis Ségou. Nous allons partir à Sikasso pour rejoindre Madame le gouverneur de la région. Kanté Marie-Claire Dambélé va en croisade contre le divorce. Oui, vous l'avez bien entendu, le phénomène prend de l'ampleur dans la région. Tenez-vous bien, pour la seule année de 2024, plus de 300 cas de divorce ont été prononcés. Comment compte-t-elle s'y prendre avec la société civile? Vous le saurez avec nous. C'était là le sommaire, samedi 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Suite des travaux de la 7e session de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Zone minière et population était le sous-thème débattu par les experts du ministère de l'Urbanisme face aux membres du Conseil. La thématique a édifié sur l'impact de l'exploitation minière sur les populations des zones concernées du Mali. Au cours des échanges, les experts du ministère en charge de l'habitat ont souligné la nécessité de relever le défi d'une meilleure amélioration des conditions de vie des populations avec l'application des textes en vigueur, notamment le nouveau code minier, nous informe Seydou Traoré. Au regard de l'exposé des experts du ministère en charge des domaines et de la population, il apparaît clairement un lien étroit entre les questions de population et l'exploitation minière. L'exposé du sous-thème zone minière et population en 7e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel a fait comprendre aux conseillers nationaux l'impact direct de l'exploitation minière sur les populations. Sur un tableau de 13 communes abritant des mines, à savoir Kenyeba, Yanfoïla, Bougouni, Sikasso, Kadiolo, entre autres, il apparaît à la fois des avantages et des effets négatifs considérables de l'exploitation minière sur les populations. Le sous-thème zone minière et population est donc essentiel pour garantir que le développement du secteur minier se fasse de manière inclusive et harmonieuse en veillant au respect des droits des communautés locales et en intégrant les impératifs d'aménagement du territoire et de gestion durable du foncier. Outre les types d'emplois créés dans les sites miniers au Mali, les effets négatifs de l'exploitation minière sur les populations ont pour nom la rupture des mariages, les grossesses précoces et non désirées, les taux de fécondité élevés chez les adolescentes, la déscolarisation, entre autres. Des informations qui ont fait l'objet de débats entre conseillers nationaux et experts. Ils sont très intéressés par ces questions. Ils ont posé beaucoup de questions pour mieux comprendre effectivement les relations population, mine et de manière générale, l'aménagement du territoire, le développement urbain, vraiment les questions foncières. Vraiment, parce que quand vous parlez d'exploitation minière, effectivement, vous avez tout ça. Pour améliorer les conditions de vie des populations dans les zones minières, le département en charge des domaines et de la population préconise des études et recherches pour identifier et réaliser des projets au profit des populations. Ces défis pourraient se réaliser, précisent les experts, avec l'application des modalités relatives au contenu local dans le secteur minier. De Koulouba, rendons-nous en commune 5 du district de Bamako avec cette très bonne nouvelle pour les habitants de la rive droite. Un service d'accueil des urgences sera érigé dans 6 mois dans l'enceinte du centre de santé de référence de la commune 5. L'infrastructure sanitaire est financée par la Fondation Orange pour 900 millions de francs CFA. Un joyau architectural, nous disent Bokari Koulibaly et Sidi Modibo Dambélé qui étaient à la cérémonie de pose de la première pierre. Reportage. Il est imposant et répond aux standards internationaux. C'est le futur service d'accueil des urgences du CCRF de la commune 5 de Bamako. L'infrastructure
a été financé à hauteur de 900 millions de francs CFA par la Fondation Orange Mali. Doté d'équipements de pointe, le CCRF de la commune 5, une fois mis en service, sera l'un des plus modernes de la capitale. Sur une superficie bâtie de 550 m², le nouveau service d'urgence R+1 aura une capacité de 23 lits extensible à 30. Ce bâtiment sera constitué d'un hall d'accueil pour les ambulances, d'une grande salle de triage, d'une pharmacie d'urgence, de salles de consultation ainsi que d'un bloc opératoire, d'une salle de surveillance centrale et d'une salle de plâtre, de plusieurs bureaux et commodités pour le personnel médical. La réalisation de ce projet de construction et d'équipement permettra de contribuer considérablement à l'amélioration des conditions de prise en charge des cas d'urgence de la rive droite du district de Bamako, de désengorger les services existants pour la prise en charge des urgences, de réduire considérablement les risques de mortalité par une prise en charge efficace et efficiente. La rive droite du district de Bamako enregistre beaucoup de cas d'urgence, mais ne dispose que d'un seul service des urgences, celui de l'hôpital du Mali. Chaque jour que nous faisons, nous recevons à peu près 8 à 10 cas d'urgence qu'il faut gérer. Alors, la traversée du pont, c'est vraiment un parcours de marathon. Donc, la construction de ce centre aujourd'hui pourra vraiment nous aider à non seulement à prendre en charge très rapidement ces cas, et aussi être prêt à toutes les éventualités possibles. Dans le but d'assurer l'autonomie du service, le bâtiment sera équipé d'un forage, d'un système d'alimentation en énergie solaire, d'un groupe électrogène de 100 kVA, entre autres. La première pierre posée, le rendez-vous est donné d'ici à 6 mois pour l'inauguration et la mise en service pour le grand bonheur des citoyens. D'autres bienheureux, sinon dirais-je chanceux, Bokari Coulibaly, dans cette édition. Il s'agit des jeunes qui bénéficieront des formations dans le nouveau centre de formation professionnelle de Markala. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, Oumou Salsek, a procédé à l'inauguration de l'infrastructure qui a coûté près de 2 milliards de francs CFA. Le dispositif devra favoriser l'employabilité de jeunes qualifiés pour le secteur. La correspondance de Honoré Tchenou et Bassi Traoré depuis Ségou. Ces coups de ciseaux du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle marquent l'inauguration du nouveau centre de formation professionnelle de Markala, un dispositif conséquent dans l'employabilité des jeunes pour le secteur de la formation professionnelle en 4e région. D'un coût global de 2 milliards 211 204 588 francs hors taxes, soit 1 milliard 935 755,88 € pour les travaux et 275 449 500 francs pour les équipements durant les phases 1 et 2. Le centre ouvre ses portes aujourd'hui, 6 février 2025, grâce au général de corps d'armée, son Excellence, j'ai nommé Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le centre a pour mission de développer chez les apprenants les compétences requises dans les filières porteuses de formation comme la transformation agroalimentaire, l'entretien de la maintenance, la réparation des équipements agricoles, la gestion eau-irrigation, la gestion de l'entreprise rurale. Bâti sur une superficie de plus de 5 hectares, le centre est composé d'un bloc administratif, un bloc de salle de réunion et de restauration, un bloc local technique, un atelier de gestion eau et irrigation, un atelier de maintenance, une plateforme de transformation de produits agricoles et plusieurs autres commodités. La formation professionnelle est ainsi une véritable solution d'avenir pour les entreprises en répondant directement à leurs besoins en compétences spécifiques. Je suis convaincue que les filières proposées dans le centre de formation professionnelle de Markala contribueront non seulement au développement des compétences des jeunes du Mali, mais également au renforcement de la compétitivité des entreprises, notamment celles du secteur para-agricole.
Le centre de formation professionnelle qui vient d'être inauguré à Markala répond favorablement à la volonté des plus hautes autorités à faire des centres de formation professionnelle un dispositif en lien avec les besoins du marché de l'emploi, voire de l'économie nationale. Et nous sommes dans la région, on va y rester. Je vous amène faire un tour sur les rives du Djoliba Ségou Art Festival sur le Niger. Sur place, le lancement de la 12e édition de la caravane culturelle pour la paix et la diversité. Vous vous demandez sûrement à quoi sert cette caravane. Elle a pour objet de recoudre le tissu social et comment, par des rassemblements communautaires autour des mets locaux avec des conversations très utiles. Un atelier sur le recyclage de déchets est aussi organisé. Le Burkina Faso, le Maroc et le Niger sont les pays invités de cette 12e édition de la caravane. Benoro Fofana, Siriki Balo, Namouri Cheikh Diabaté sont nos envoyés spéciaux. Caravane culturelle pour la paix et la diversité, 12e édition. Mobilisation de grand jour à la Fondation Ségou Art Festival sur le Niger autour du ministre chargé de la réconciliation nationale, général de corps d'armée Ismaël Ouagué, en compagnie de 4 autres membres du gouvernement. La caravane est un projet transsaharien mis en place par 3 festivals que sont Ségou Art Festival sur le Niger, le Festival au désert de Tombouctou et le Festival Taragalt du Maroc. Pour cette 12e édition de la caravane culturelle pour la paix, nous avons comme activité les rencontres communautaires autour des mets locaux et la diversité gastronomique des pays tels que le Maroc, la Mauritanie, le Burkina, le Niger. Nous avons d'autres activités, par exemple les conversations sous la tente Touareg avec les communautés, les représentants des communautés de l'AES. Et ensuite, nous avons d'autres activités comme le recyclage dans le cadre du circuit Ocofest, qui est un circuit des festivals verts. L'engagement du Maroc depuis toujours, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la paix, pour une Afrique unie, on prospère. On est là aujourd'hui pour continuer à promouvoir ces valeurs de paix et la fraternité et la réconciliation. La dite caravane vise à soutenir les actions en faveur du brassage culturel et la coexistence pacifique des peuples du Sahel. Une initiative vivement saluée ici par le ministre chargé de la réconciliation nationale. À travers ces actions culturelles, nous affirmons avec fierté que notre diversité n'est ni une source de division, ni un fardeau, mais bien un levier de coexistence pacifique et de vivre ensemble harmonieux. Conscient que notre force reste notre pluralité, le ministre Ouagué invite les pays voisins à l'union pour le bonheur des peuples. Nous tendons la main à nos frères et sœurs des pays voisins, des pays de l'AES en particulier, et du monde entier pour bâtir un avenir de paix et de prospérité. La culture est le fil invisible qui lie les peuples, qui traverse les frontières, qui crée des ponts au-delà des divergences. Elle est le vecteur universel de la paix et du respect, un langage qui parle directement au cœur des individus. La cérémonie a permis aux différentes communautés du pays de se partager les mets traditionnels, accompagnés des amis du Burkina, du Maroc et du Niger. Ces mets sont entre autres du Ouidjila, du Albaja et du Tour. J'ai bien apprécié, que j'ai bien aimé et c'est un goût énorme. À travers la gastronomie, on peut échanger des cultures, bien sûr. J'ai goûté en fait presque à tous les plats. C'est extraordinaire parce que c'est des plats différents. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Au cours de la cérémonie, le ministre chargé de la culture, Mahmoud Dafé, a été honoré par le Burkina Faso à travers son ambassadeur qui lui a remis des cadeaux. La cérémonie a pris fin par la visite des expositions par le ministre Ouagué. C'était du bon taux de Ségou, toujours au Ségou Art Festival. Sur le Niger, on vient de voir la caravane culturelle pour la paix et la diversité. Et dites-moi, qui est le mieux placé parmi les personnalités présentes à parler de la paix? Vous l'avez ou pas? Oui, c'est le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué prend part aux festivités, comme vous l'avez vu, et il fera entendre que toute l'architecture du gouvernement est en mode culture, chacun dans son domaine pour l'atteinte des objectifs de l'année de la culture. Envoyés spéciaux dans la cité des Balanzans, Cheikh Oumar Sangaré, Sidiki Balo.
C'est une tradition au festival sur le Niger. Les samedis matins, les communautés se rencontrent pour parler de paix. Ce samedi, la particularité est la présence du général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre en charge des questions de réconciliation aux côtés de son frère Mahmoud Dafé de la culture. Sous une tente Touareg, symbole de protection, et autour du thé, la paix se construit et le thème central du festival sur le Niger, à savoir diversité culturelle, paix, unité, est débattu sans langue de bois. Le sujet de cette année, c'est autour de 3 grandes questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on peut penser la paix lorsque chacun a sa définition dans un pays dans lequel on est plus de 250 cultures. 2, comment on peut poser la question de la paix alors que les gens ont des ressentiments personnels ou des ressentiments de groupe. Et enfin, dans un espace confédéré, qui est le nôtre, comment est-ce qu'on peut faire pour consolider la paix, pour installer quelque chose qui, les années durant, va nous permettre d'exister et d'être ensemble. C'est des passionnés, c'est les mêmes personnes, ils sont toujours là, ils croient à la paix, ils croient à la réconciliation. Je pense que, monsieur le ministre, vous nous donnez une chance extraordinaire à mes amis, à nos frères et sœurs. Au cours de son séjour à Ségou, le ministre Ouagué a visité plusieurs structures du groupe Corée Art et Culture GECAC, comme le musée Corée de l'Art et de l'Artisanat, l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM et des expositions d'art plastique. Dans son interview bilan, il annonce sa volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à l'interaction culture-réconciliation. L'année 2025 a été décrétée par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, comme année de la culture. Dans la mesure où l'objectif de mon département, c'est aller vers une paix durable, forcément, je prends cette opportunité pour m'associer encore plus intimement avec mon collègue des cultures pour travailler sur mes objectifs, sachant que la culture est le vecteur essentiel de la réconciliation, de la paix. Et je vous assure que c'est une plus-value réelle qu'on a d'avoir le ministre de la Culture avec nous dans ce gouvernement qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Quand la culture inspire le modèle de vivre ensemble, la paix prend des dimensions endogènes. Et nous sommes nombreux à ne pas être sur place physiquement à Ségou, mais le RTM nous permet de voyager et de vivre cette 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. Voyons ensemble ce défilé de mode qui met en valeur le pain tissé malien. La vision des organisateurs est la valorisation et la promotion des pains tissés en créant une forte connexion entre les Maliens et cette étoffe identitaire. Le thème du défilé est Ville tissée et le défilé s'est déroulé au musée des masques de Ségou en présence de nos envoyés spéciaux Awa Ditma Kamara, Abdul Salam Bambara et Namouri Cheikh Djabati. Les organisateurs de Ségou Art Festival sur le Niger s'investissent dans la promotion du pain tissé Made in Mali. Devant un public des grands jours, les mannequins et autres amoureux de la culture ont dans un défilé mis en valeur les richesses du Mali. L'événement dénommé Nuit du pain tissé a pour but d'impulser un dynamisme nouveau au développement local dans la région de Ségou particulièrement et au Mali tout entier. Une nuit de pain tissé d'abord pour célébrer notre diversité culturelle, notre héritage authentique. Et c'est parce que c'est spécial et ça nous représente. Donc c'est une fierté pour nous pour être ici aujourd'hui pour célébrer ça avec toute la ville de Ségou. Le thème choisi cette année est Ville tissée, une occasion de mettre en compétition différents créateurs. La ville de Djenné se taille la première place devant San, Kai, Badjangara et la ville haute qui est Ségou. Je suis très ému. Je remercie les organisateurs pour l'initiative. Ce trophée, c'est pour toutes les populations de Djenné. Cette année, le thème de la nuit de pain tissé, c'était les villes tissées. Alors les villes de Ségou, Kai, Djenné, Bandiagara et San ont défilé. On a vu leurs pains respectifs, on a vu pourquoi les Mali peuvent être unis, mais en même temps différents. Grand producteur de coton en Afrique, le Mali exporte plus de 95% de sa production cotonnière. Au même moment, des statistiques indiquent qu'entre 65 et 70% des artisans maliens travaillent dans le secteur du textile traditionnel.
Dans un tel contexte, toutes les initiatives qui sont de nature à augmenter le taux de la transformation du coton malien et de donner de la valeur ajoutée au travail des artisans méritent une attention particulière de la part des autorités. Ce festival aussi, c'est un cadre d'échange, de valorisation de nos connaissances, de nos potentialités maliennes. Donc ce festival aussi s'inscrit et est en droite ligne avec la vision éclairée du chef de l'État qui a décrété cette année même comme année de la culture. Voilà, Madame le ministre vient de le dire, sachez que 2025 a été décrété année de la culture et à travers Ségou Art Festival sur le Niger, nous constatons déjà qu'artistes et autorités mettent les bouchées doubles pour gagner le pari et on va y arriver. Arriver également à conjurer le sort. C'est l'objectif qui s'est fixé, Madame le gouverneur de la région du Sikasso, Comté Marie-Claire Dambélé, en partant en croisade contre le divorce. Mais avant, puisque nous partons à Sikasso, voyons d'abord la finale du concours national de mémorisation du Saint-Coran. Toutes nos félicitations à Abou Ouré Mamaïga, le gagnant de cette édition, Sigou Konaté, Taïrou Konaté pour le compte-rendu. Pour cette édition 2025 du concours national de mémorisation du Saint-Coran, délocalisé à Sikasso pour la première fois, les initiateurs ont réussi le pari de la mobilisation, avec une participation record de 19 régions et les districts de Bamako. Un total de 23 candidats. Après la phase préliminaire, 5 candidats se retrouvent pour la finale. L'initiative a tout son sens. Le Coran est la parole bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait la bénédiction et qui fait le bonheur. Faire la compétition sur les bons chemins, je crois que la compétition coranique est la première compétition dans ce sens-là. Devant un jury composé de 6 membres et une salle d'amissa bengali pleine à craquer, les candidats font montre d'une parfaite maîtrise du Saint-Coran, d'une bonne diction et d'un bon timbre vocal. À l'issue de cet exercice, le candidat Abou Rera Maïga de Mopti enlève le premier prix. Il est suivi de Abdul Kadri Silla de Koulikoro et Oumar Sow de Ségou. Et l'initiative soutenue par la NDC est fortement saluée par les autorités religieuses et administratives. Le Mali est un grand pays de religion qui a toujours mis en valeur le Saint-Coran, organisé une compétition de mémorisation du Saint-Coran. Le Haut Conseil islamique ne peut que remercier les initiateurs. J'ai été dépêché par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour assister à ce concours de lecture du Coran. Ce qui montre que les plus hautes autorités du Mali s'intéressent beaucoup à la chose religieuse. Il y a un message, c'est le message de la fraternité, de l'unité, de concorde et de la convivialité entre tous les fils et toutes les filles du Mali. Ça a été possible parce qu'il y a vraiment la cordialité entre les gens, parce qu'il y a vraiment une parfaite coordination entre vraiment les autorités et les autorités religieuses. À l'heure des récompenses, les lauréats de la phase régionale ont été les premiers à recevoir leur prix des mains de la chef de l'exécutif régional. Et pour le concours national, les 3 premiers ont reçu chacun un billet d'avion pour le Hajj 2025, les 4e et 5e des billets d'avion pour la Omra accompagnés d'enveloppes. Rappelons que c'est par la visite de courtoisie à la notabilité que le ministre Koné, parrain de cet événement, a entamé ce séjour à Sikasso. On en vient à présent au divorce qui préoccupe véritablement les populations de Sikasso. Oui, parce que le phénomène prend de l'ampleur dans la région. Voilà, tenez-vous bien, pour la seule année de 2024, plus de 300 cas de divorce ont été prononcés. Les autorités administratives et religieuses veulent s'appuyer sur la formation comme thérapie pour réduire le phénomène. La session inaugurale de cette initiative inédite a été lancée suivant les explications de Ségou Konaté et Taïrou Konaté. Zone à forte densité humaine, la région de Sikasso, deuxième en termes de population,
est un véritable espace de rencontre de plusieurs cultures et le mariage dans les différentes communautés est un des fondements. Jadis, lien solide entre familles, le mariage de nos jours souffre de beaucoup d'impréparation et cela se ressent sur le nombre de plus en plus croissant de divorces. Nous avons pris les statistiques au niveau du tribunal de Sigasso et on nous a parlé de 381 cas de divorce en 2024. Et quand on fait une estimation, c'est un divorce par jour. C'est donc pour inverser cette tendance que les autorités administratives et religieuses ont pensé un mécanisme de formation des couples. Et pour cette session, ils sont environ 40 couples en voie de s'unir en union ou même en instance de divorce. Le grand thème de la session, c'est le mariage à l'épreuve du temps. Et le sous-thème, c'est le consentement pour le meilleur et pour le pire. Comment se faisait le mariage avant, alors que les intéressés ou les candidats eux-mêmes ne se connaissaient pas. Mais ce mariage-là durait. L'initiative est fortement saluée par les autorités traditionnelles et l'administration fonde beaucoup d'espoir en la démarche. C'est une activité que nous, en tant que ministère de la promotion de la femme, de la famille et direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, franchement, nous ne pouvons qu'accompagner, d'abord apprécier, mais aussi nous approprier de cette activité qui est d'une grande importance. Et je pense que ce genre d'initiative mérite d'être en tout cas étendu, élargi. S'il n'y a pas de stabilité dans un couple, dans nos foyers, il n'y aura pas de stabilité dans notre société. Donc nous avons constaté la consommation de drogue par les enfants et l'enrôlement des enfants par les bandits, les groupes terroristes. Et c'est souvent dit à la séparation des couples. Et voilà, donc nous allons continuer à les former jusqu'à ce qu'il y ait moins de divorces à Sigasso. Une démarche que la région entend pérenniser pour le grand bonheur de nos unions que nous voulons pour le meilleur et pour le pire. Oui, vous l'avez dit, et bonne chance à Madame le gouverneur. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire ce vendredi en 13e région, c'était à la faveur d'une mission de suivi et évaluation du plan de réponse d'urgence 2024 et de projection 2025. Compte rendu Moustapha Doumbia Issaba. La mise en place d'un stock de produits pour faire face aux urgences en matière de sécurité alimentaire est l'un des principaux points abordés au cours de cette rencontre avec le ministre commissaire à la sécurité alimentaire dans le cadre du suivi-évaluation des activités de la mise en œuvre du plan national de réponse 2024. Cette année, les missions de suivi ont concerné 6 régions et moi-même j'ai décidé de m'associer à la mission de Dioïla, voir un peu comment se sont passées nos interventions. Quelles sont les nouvelles orientations à donner en perspective de la mise en œuvre du plan national de réponse 2025. Les échanges avec les membres du comité régional de sécurité alimentaire présidé par le gouverneur ont permis d'aborder quelques préoccupations de la 13e région administrative du pays. Il s'agit entre autres de l'acheminement des appuis jusqu'aux bénéficiaires directs, de l'augmentation de la dotation et de l'opérationnalisation d'un magasin de stockage. Déjà, Dioïla dispose d'un magasin de l'Office des produits agricoles du Mali qui a reçu la visite de la délégation. C'est un magasin qui n'a pas servi à grand-chose depuis longtemps. Et donc, suite aux préoccupations soulevées, aux doléances, nous avons décidé de redynamiser ces magasins et de mettre à la disposition au niveau local d'un stock d'intervention d'urgence à la disposition des autorités régionales pour venir en aide de façon ponctuelle. Le ministre commissaire, qui est accompagné d'un membre du Conseil national de transition, a procédé à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des membres du comité régional de sécurité alimentaire. 49e anniversaire de la création de l'armée de l'air a célébré ce jeudi à l'aéroport Korogusu de Gao. Occasion pour les anciens aviateurs de l'armée de l'air de partager leurs expériences, mais aussi de féliciter et encourager les jeunes pour le travail abattu sur les théâtres des opérations dans le combat mené contre les envahisseurs et le terrorisme. Agali Ag Agissa Alassane Amadou. Créer une armée professionnelle, structurée et bien équipée. Voilà ce qui justifie ces échanges d'expériences entre les experts de l'armée de l'air. Cette rencontre
inscrite dans le cadre des festivités de la célébration du 49e anniversaire de l'armée de l'air, ce 6 février, a permis aux premiers responsables de cette composante de l'armée malienne de camper le débat sur l'évolution de sa structure de 1976 à nos jours. La vision que je vous présente là a été développée en 2020 avec une projection quinquennale donc qui s'achève cette année en 2025 et qui est en cours de renouvellement, de réorientation pour nous permettre de créer l'armée de l'air 2030. Le général de brigade Diarra n'a pas manqué d'évoquer la consolidation du partenariat avec les autres armées de la Confédération des États du Sahel. Autre thématique développée lors de cette conférence, la synergie entre l'armée de l'air et l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. La gestion de l'espace aérien, la recherche et le sauvetage sont les principales missions partagées par les deux structures, a laissé entendre le second conférencier. Nous, les anciens de l'armée de l'air, nous sommes des conseillers. Nous ne sommes pas des décideurs. Cela ne va pas faire défaut. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Avec cette parade aérienne, j'avoue que ça m'a fait une palpitation. Non, je ne peux pas l'exprimer. Quand les deux albatros sont passés serrés à basse altitude, ils sont repassés encore en effectuant le tonneau à basse altitude. Et quand j'ai vu le Mi-8 se faufiler entre les installations, là, ça m'a impressionné. La dextérité de ces jeunes. Les anciens, comme le veut la tradition malienne, ne sont pas venus à Gao main vide. Ils ont remis au commandant de la 3e région aérienne, le colonel Alou Koulibaly, une enveloppe et quelques sacs d'oranges pour soutenir leurs cadets malades. La prestation des comédiens a donné un éclat à cette rencontre. Sur un tout autre plan, depuis 2023, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec le soutien de l'UNICEF, travaille à l'élaboration d'une stratégie adéquate de justice pour les enfants du Mali. Le travail abouti est soumis durant 2 jours aux acteurs clés de la protection de l'enfance pour validation. Les travaux d'observation et de concertation ont été lancés officiellement, nous dit Awa Adama Koulibaly. Généralement reconnu comme temps d'apprentissage, de divertissement et d'épanouissement, l'enfance n'est plus jouie par de milliers d'enfants. Au Mali, 54% de la population en besoin d'assistance humanitaire sont des enfants, selon le plan humanitaire 2025. Un nombre croissant d'enfants se trouvent dans des situations de grande vulnérabilité, exposés à divers risques de violence et d'abus. Les conflits, les catastrophes naturelles et le réchauffement climatique exacerbent ces vulnérabilités, notamment pour les enfants en conflit avec la loi, les enfants victimes ou témoins de crimes. Pour protéger ces enfants et répondre au mieux à leurs spécificités, des propositions concrètes ont été faites après l'étude d'évaluation du système judiciaire pour enfants en 2021. Au nombre des mesures préconisées figure en bonne place la détermination d'un cadre d'intervention en matière de justice pour enfants et la création d'une structure centrale pour assurer l'efficacité et la coordination des interventions. Dans la même logique, un consultant a été commis pour élaborer un projet de stratégie nationale de la justice pour enfants dont les objectifs visent à assurer aux enfants en contact avec la loi une justice restauratrice, une justice respectueuse de la dignité de l'enfant, une justice réparatrice qui priorise l'éducation sur la répression. L'adoption d'une telle stratégie technique nationale n'est pas une option, mais un impératif moral et institutionnel qui mettra non seulement les enfants à l'abri et leur assurera un avenir sain. Elle s'étale pour un premier temps sur 5 ans, de 2025 à 2029. Au cours des assises, l'UNICEF a fait un plaidoyer en faveur des enfants non déclarés à la naissance dans les délais légaux. L'organisation plaide pour des dispositions exceptionnelles pour faciliter les procédures et instaurer la gratuité des frais liés au jugement supplétif pour tous les enfants de moins de 18 ans. L'association Solidarité Femmes d'ici, d'ailleurs, forme 200 femmes de Kati à la transformation du beurre de karité en pommade. La formation qui a coûté plus de 2
2 millions de francs CFA pour but de contribuer à leur autonomisation. Adam Maïga, Aboubakar Traoré, reportage. Elles sont 200 femmes de la commune urbaine de Kati à assister à cette formation sur la transformation du beurre de karité. Une formation axée sur la pommade et le concombre, la carotte et l'aloe vera. L'objectif est de valoriser la consommation de ces produits locaux et d'assurer l'autonomisation des femmes. Quand une femme apprend de la pommade, vraiment c'est une bonne chose, puisque chaque jour, les femmes mettent de la pommade. Consommer malien. C'est ça l'avantage. Cette œuvre socio-économique est de l'ASFIA, Association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs. Le financement de la formation, ça part dans les 2 millions. Et nous demandons aussi à ces femmes, après la formation, qu'elles continuent à produire, qu'elles continuent à utiliser elles-mêmes. Nous nous réjouissons de cette belle initiative portée par l'association ASFIA qui s'inscrit pleinement dans les efforts de promotion et d'autonomisation des femmes. Je réitère notre reconnaissance aux organisateurs, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la réussite de cette noble mission. En matière de formation, l'ASFIA n'est pas au premier coup d'essai. Par le passé, nombreuses femmes de Kati ont été formées sur, entre autres, en coupe et couture, en savonnerie, en perlage et en maquillage. Lancement de la plateforme numérique dénommée Saria Komu, en français que dit la loi. Il s'agit d'une bibliothèque virtuelle en ligne qui permet d'accéder facilement à les informations judiciaires. Composée de sites internet et d'une application, cette innovation technologique est le fruit d'une collaboration entre Avocats sans frontières Canada et l'association Demesso. Bokari Koulibaly, Siriki Koulibaly nous présente l'outil virtuel. Voulez-vous booster vos connaissances et compétences ? Avoir des réponses à certaines interrogations en matière de droit sans vous déplacer, eh bien c'est désormais possible. Grâce à la plateforme numérique Saria Komu ou Que dit la loi, il vous suffit d'une connexion Internet, d'un smartphone ou d'un ordinateur et le tour est fait. Les thématiques qui sont concernées sont le droit de la famille, l'esclavage par ascendance, les violences basées sur le genre, le droit à la santé sexuelle reproductive, le droit à la succession. Et dans le droit humain en général, on va trouver comme la Constitution, comme le Code pénal qui touche à ces différentes thématiques. Donc vous allez trouver de la législation, vous allez trouver de la jurisprudence. Donc c'est vraiment pour faciliter cet accès à la documentation juridique. Conçue par Avocats sans frontières Canada et l'association Demesso, la bibliothèque virtuelle en ligne Saria Komu est accessible même hors connexion. Elle a été mise en place dans le cadre du projet JUPAX, appui à la justice et la paix au Mali. On a voulu la rendre accessible par tous les moyens possibles, c'est-à-dire par ordinateur, par téléphone, y compris hors connexion, avec la possibilité, lorsque la connexion existe, de faire les mises à jour, mais de pouvoir consulter la plateforme hors connexion, ce qui est important pour que cette plateforme soit un outil dans toutes les régions, dans toutes les zones du Mali. C'est un outil d'accès au droit. Et vous le savez, JUPAX est un projet d'accès à la justice et au droit, d'appropriation des droits et d'autonomisation par le droit. Disponible sur App Store et Play Store, le logiciel d'information juridique Saria Komu dispose également d'un site internet. Il est rendu possible grâce au financement de l'État canadien. Les responsables du Comité international de solidarité africaine face aux journalistes pour parler de la tenue de la Grande Nuit de la cohésion sociale et de la solidarité africaine, appelée Célébrons-nous vivants. L'événement va rendre hommage aux Maliens qui incarnent les valeurs de réussite à titre intime. Daouda Koné nous en parle. Trop souvent, les figures inspirantes ne sont pas reconnues qu'à titre posthume. Le Comité international de solidarité africaine CISA veut inverser cette tendance et rendre hommage aux fils et filles du Mali qui incarnent les valeurs de réussite à titre intime, c'est-à-dire les récompenser de leur vivant. Pour cela, il organise une nuit pour honorer leur engagement et leur dévouement. Il s'agit de la grande nuit de cohésion sociale et de la solidarité africaine baptisée « Célébrons-nous vivants ». Bamako s'apprête à vibrer donc au rythme de cette grande nuit du mérite. Les responsables du CISA l'ont fait savoir aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse. Il va falloir que nous renversons la courbe
et nous disons merci à ceux qui ont fait quelque bien à leur communauté. Et ce n'est qu'un départ. Dans les années à venir, je vous assure que nous aurons d'autres étapes du Mali qui ne seront plus peut-être à Bamako, mais à l'intérieur du pays, jusqu'au nord. Le CISA va porter ses valises là-bas. Mettre la lumière sur celles et ceux qui participent activement au développement du Mali, le faire de leur vivant, tel est l'esprit de cette célébration. Il serait bien meilleur de célébrer ceux qui font la fierté de nos communautés. Et les célébrer, nous, en le faisant, c'est de les encourager à toujours mieux faire, parce que rester constant, ce n'est pas facile. Cet événement s'inscrit dans une série d'initiatives visant à célébrer l'unité et la résilience du peuple malien. Après Lomé, Abidjan et Marrakech, l'étape de Bamako se tiendra le 22 février 2025. Au Burkina, fin de la session sur le dialogue annuel gouvernement-syndicat. Il a porté sur l'examen de la mise en œuvre. La session a plutôt porté sur la mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021, ainsi que sur l'examen des réponses du gouvernement au cahier de doléances du 1er mai 2022. Et sur le dernier point, 13 revendications ont trouvé des réponses satisfaisantes. Sizi Lassina Ouattara, bienvenue Taoussa, compte rendu. Gouvernement et organisation syndicale des travailleurs au terme de 2 jours d'échange. Était inscrit à l'ordre du jour l'examen des engagements de 2015, 2016 et 2021 du gouvernement et les réponses vis-à-vis des doléances du 1er mai 2022. Des doléances dont 13 ont trouvé des réponses satisfaisantes sur 31. Le gouvernement a pris les engagements sur lesquels les partenaires sociaux ont sollicité des échéances. Relativement à la ratification des conventions 181 et 189 de l'OIT, respectivement sur les agences d'emploi privées et le travail domestique, le gouvernement s'engage à poursuivre le processus de ratification des 2 conventions. Concernant la finalisation et l'adoption du projet de loi portant code du travail, le gouvernement s'engage à faire adopter le projet de loi portant code du travail. En ce qui concerne la mise en œuvre du check-off, le gouvernement s'engage à transmettre le formulaire type de demande de cession volontaire de salaire aux organisations syndicales. Les autres engagements concernent la relecture de la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des EPE, le reversement des chauffeurs en catégorie D, la relecture de la loi portant liberté d'association, entre autres. Nous voudrons donc dire aussi que cette rencontre a été pour nous l'occasion de manifester l'engagement du gouvernement à être à l'écoute des attentes légitimes des populations. Et nous voudrions que ce soit l'occasion aussi qui soit donnée à tout le monde de voir une occasion d'unir nos actions pour parvenir donc à la victoire finale qui est celle de la lutte contre le terrorisme. Les échanges que nous avons eus étaient cordiaux et nous pensons bien que ça va se poursuivre. Je pense que c'est ça qui est important. Nous sommes des partenaires sociaux et nous souhaitons qu'on puisse garder le contact, qu'on puisse continuer à échanger sur des questions qui concernent le monde du travail. Ont également fait l'objet d'attention les conditions de retour des travailleurs dans les zones à fort défi sécuritaire, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, la révalorisation des pensions des travailleurs retraités et la liste n'est pas exhaustive. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement du Niger à l'usine de traitement d'eau de Goudel pour constater l'arrivée des lamelles commandées. Ces lamelles vont remplacer les anciennes afin d'intensifier la production et l'approvisionnement en eau potable des populations de Niamey. Lawali Moutari Maïnassara et Ousmane Konaté pour le reportage. Accueillis par les directeurs généraux de la Société de patrimoine des eaux du Niger SPEN et la Nigérienne des eaux NDE, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye, s'est fixé 2 objectifs à travers cette visite. S'assurer d'abord de l'acquisition des lamelles commandées devant servir à remplacer les anciennes devenues vétustes et dégradées par le temps. Donner ensuite des instructions fermes aux responsables pour les travaux de remplacement dans une période
période maximum de 2 semaines au vu de l'approche du mois béni de Ramadan afin de soulager les populations de Niamey dont la demande s'intensifie à cette période. Le plus gros du problème, c'est au niveau de ces lamelles-là. Vous avez vu comment elles sont en train de s'effriter, de casser. Il fallait les remplacer. Plus tard le lundi, les techniciens seront à pied d'œuvre pour 2 semaines pour remplacer ces lamelles. Ce qui va nous permettre en tout cas de rehausser notre production qui est de l'ordre de 40 000 m3 jour. Une visite beaucoup appréciée par les structures sous tutelle, à savoir la SPEN et la NDE, qui ont à l'occasion explicité le déroulement des dits travaux. Nous sommes en train également d'envisager la remise en état de l'unité compacte de potabilisation de 15 000 m3 jour, toujours au niveau de cette usine, qui est également en difficulté de fonctionnement depuis quelques années. Donc parallèlement à la rénovation de la filière 4, cette unité compacte de potabilisation sera également mise dans des conditions d'opérationnalisation qui vont permettre encore de compléter la capacité de production de l'usine de Goudel de 15 000 m3 jour supplémentaires. On a fait des séances de travaux pour mettre en place des actions sur instruction du ministre de l'Hydraulique pour pouvoir rapidement corriger ces insuffisances. Pour dire que durant toutes ces années, 22 ans, ces contrats avec la société La Seine, donc opéré par Veolia, ça a été un contrat très déséquilibré. Aujourd'hui, avec la nationalisation, c'est pratiquement tous les bénéfices vont nous permettre de renouveler et de remettre vraiment en état de fonctionnement optimal toutes les installations. Le colonel Maïzama Abdoulaye s'est rendu également au niveau de l'unité compacte de production et du magasin de stockage des produits chimiques de traitement. Autre bonne nouvelle à ce niveau, une diminution significative des produits chimiques et la réduction en termes de coûts pour le contribuable nigérien. Nous avons mis à profit cette visite pour visiter au niveau du magasin un nouveau produit que nous avons, qui vient remplacer pratiquement 3 produits que nous utilisons. C'est un plus par rapport à un gain de l'ordre de plus de 150 millions, en tout cas par an, à comparer à l'achat des autres produits. Le troisième avantage par rapport à ces produits, il est produit dans un pays de l'AES. Cette avancée marque ainsi un tournant décisif dans la production et l'approvisionnement en eau potable pour les populations à l'aube de la canicule et du mois béni de Ramadan, période réputée pour une forte consommation en eau. Retour à Bamako et je m'adresse aux amoureux de la viande grillée ou, si vous me permettez, les gourmands de toutes sortes de grillades. Apprêtez-vous, la 10e édition du Festival du Dibi c'est pour bientôt, du 11 au 23 février 2025. Il s'y tiendra sur la place du Cinquantenaire. L'annonce a été faite par les organisateurs au cours d'une conférence de presse. L'unité des peuples des États de l'AES est le thème choisi, nous précisent Ibrahim Kaou Konaté et Adama Kamara. Le festival Dibi vise à mettre en lumière l'art culinaire malien dans toute sa diversité. Cette 10e édition, nous l'avons passée sous le signe du Mali au cœur. Parce qu'aujourd'hui, on est conscient que le Mali a traversé pas mal de choses, mais nous sommes restés forts, dignes et résilients. Le pays qui fait le plus de viande, c'est le Niger, plus que le Burkina. Donc c'est pour ça qu'on a invité le Niger, pour qu'eux aussi nous montrent leur technique de grillade de viande. Ce rendez-vous célèbre la culture, l'art culinaire, l'unité, la cohésion sociale et le renforcement des liens. C'est pourquoi la République du Niger est l'invité d'honneur. C'est là pour renforcer la cohésion sociale entre les pays de l'AES. Au nom de tous les ressortissants nigériens, je remercie les organisateurs. Nous leur rassurons de notre pleine participation. Cela fait 10 ans maintenant que nous participons à cet événement culturel et gastronomique. Je donne l'engagement aux festivaliers qu'on va mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de rupture de viande.
Ça donne envie. C'est la période des festivals au Mali. La 3e région ne restera pas en marge. Du 18 au 26 février prochain, le festival Nanyerki, le plus grand rendez-vous culturel de la région, se tiendra, 6e du genre. Beaucoup d'innovations annoncées, nous dit Yuru Bala Diabati. Ce sont les notes des bouffons de Sirankoro dans la commune urbaine de Sigasso qui ont donné le ton au lancement de la conférence de presse du festival Nanyerki qui se tiendra du 18 au 26 février prochain. Un festival qui se veut une vitrine pour promouvoir et magnifier la culture sénoufo dans sa globalité. Sigasso s'approprie bien de ce festival-là. C'est une opportunité, c'est aussi un moment d'opportunité d'affaires, d'opportunité de relations, d'opportunité de vivre ensemble. Pour la 6e édition, le thème retenu est la conservation de l'emblématique Tata de Sikasso, un devoir citoyen pour tous. Pendant plus d'une semaine, plus de 30 000 festivaliers prendront part à plusieurs activités, parmi lesquelles des masterclass, des défilés de mode, des concerts géants, entre autres. Le festival Nyanyarki contribue de manière significative au développement socio-économique et culturel de Sikasso, visant à devenir un moteur des industries culturelles et créatives au Mali. Pour la réussite de cet événement culturel majeur, les organisateurs comptent associer la population du Kénédougou. Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir, Alors, on va t'accueillir avec tous ces festivals. Il y a le festival du Dibi, il y a le festival Nanyerki. Lequel vous préférez? Le festival Dibi. Ah oui, ça, je le savais. Alors, nous allons parler de sport. La FEBA Foot veut anticiper sur les choses. Elle a animé ce matin une conférence de presse pour donner les grandes lignes de la préparation des équipes nationales, toutes catégories confondues, prêtes à défendre les couleurs du pays. Siragatou. Oui, le principal conférencier Modibo Koulibaly, 3e vice-président de la FEMA Foot, a évoqué tous les aspects liés à la préparation des différentes sélections nationales engagées dans les compétitions de la CAF et de la FIFA en 2025 et 2026. On l'écoute au micro d'Ari Dumatina et Aboubakar Traoré. La réussite d'une équipe dépend de la préparation. On va commencer par les U17. L'entraîneur nous a envoyé un plan de préparation en 4 phases. Les 2 premières phases n'ont pas pu être exécutées comme l'entraîneur l'a souhaité. Parce que quand nous avons reçu le programme de préparation de l'entraîneur, nous l'avons envoyé immédiatement à la Direction nationale des sports, c'est-à-dire au département, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les équipes nationales, c'est le département en fait qui s'en charge essentiellement. Nous apportons notre aide technique. Les 2 premières phases ne peuvent pas être prises en charge par le département. Mais la fédération a été de colmater un peu la situation en collaboration avec l'entraîneur. Nous avons mis quand même l'équipe en préparation et pour les 2 premières phases. Maintenant, elle continue cette préparation et la 3e et la 4e phase, normalement, vont commencer bientôt. Je profite pour saluer quand même tout ce que l'État fait pour les équipes nationales. Nous sommes en train de nous débrouiller pour trouver des matchs amicaux. Nous avons discuté un peu avec nos homologues du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Au-delà de ces 2 matchs, nous sommes en contact aussi avec l'Arabie Saoudite, qui est un partenaire sûr, qui nous aide chaque fois, pour que la dernière phase de préparation se fasse en Arabie Saoudite, et de l'Arabie Saoudite directement aller au Maroc pour la compétition. Pour les seniors dames, c'est les éliminatoires de la CAN 2026, premier tour. Normalement, on joue contre le Gabon en aller et retour. Le 20 février, c'est au Gabon. Le 25 février, à Bamako. Par rapport à cette équipe-là, je pense que l'essentiel de l'équipe, de l'effectif, se trouve à l'extérieur. Donc, nous allons faire un regroupement directement au Gabon. Et
comme ça, jouer le match directement là-bas, parce que je pense qu'il y a peut-être 5 ou 6 joueuses seulement qui sont au Mali ici. Tout le reste évolue à l'extérieur. Il y a également la CAN 2025 pour les dames prévue pour le mois de juillet. Donc nous pensons que ces matchs, n'est-ce pas, éliminatoires là, de la CAN vont nous servir également de préparation pour, n'est-ce pas, la CAN 2025 prévue en juillet. Vous voyez qu'on n'a même pas joué la CAN 2025, on est dans les éliminatoires de la CAN 2026. Donc ça, c'est pour les dames. Maintenant, pour les seniors hommes, c'est un peu la même chose. L'entraîneur a déposé une feuille de route que nous avons soumise à la Direction nationale des sports, c'est-à-dire au département à travers la Direction nationale des sports, et pour toute l'année 2025. Donc, les éliminatoires de la Coupe du Monde, 5e et 6e journée, vont se jouer incessamment. Et les dates, c'est entre le 17 et le 26 mars. Donc, la 5e journée, c'est contre le Comore au Maroc. Mais la 6e journée, c'est contre la Centrafrique. Pour le moment, on ne sait pas où ce match va se jouer. Donc, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que l'équipe soit aussi dans les meilleures conditions possibles, bien sûr en partenariat avec le département des sports. Un mot du championnat national professionnel de Ligue 1. La 12e journée s'est poursuivie cet après-midi avec 3 matchs. Succès 1-0 de l'Union sportive de Bougouni sur l'Union sportive de Bougouba. Bon début du nouvel entraîneur Ismaël Gagné. La SRL s'impose 2-1 face à Afeu. Victoire 2-0 des 11 créateurs de Nyarela sur l'AS Bakarijan de Baraouli suite fin demain dimanche de cette 12e journée de Ligue 1 Pro. Nyanya. Alors, nous allons retourner à Ségou, Silagatou. Ségou qui accueille c'est la traditionnelle marche sportive initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. C'est un samedi pas comme les autres à Ségou. En plus de la marche sportive réservée sur 2 km, il y avait également la journée de sensibilisation à la lutte contre la drogue, un fléau que combattent les autorités. La tenue de ce sport citoyen à Ségou avait pour but de rendre hommage à feu contrôleur général Alassane Traoré, ancien gouverneur de la région de Ségou. La synthèse avec notre envoyé spécial Abdul Karim Kaba. Renforcer l'entente, la solidarité et participer à la construction citoyenne à travers le sport, tel est le sens donné au sport de masse citoyen initié par le département de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le sport joue un grand rôle dans le maintien de la santé, en même temps inculqué de valeurs citoyennes et civiques. C'est également ce moment de retrouvailles que nous souhaitons entre les gens de Ségou et toute la population, les jeunes, et tout le reste de la communauté afin de se donner la main, de garder cette cohésion à travers le sport. C'est aussi une valeur culturelle d'être ensemble et puis de faire le sport. Le sport est facteur de cohésion sociale, le sport facteur de santé et également profiter pour lancer le message à l'endroit de la jeunesse de se mobiliser. L'édition du mois de février est exceptionnelle. Elle est couplée à la journée de sensibilisation sur les effets néfastes de la drogue, surtout en milieu jeune. Aujourd'hui, la drogue, ça touche tout le monde. Hein. Ce n'est plus une question seulement d'une tranche d'âge. Aujourd'hui, nous avons toute la population qui est là dehors à nous accompagner. Et je pense que nous voulons profiter de ce moment pour attirer l'attention de tout le monde, pour dire que chacun a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas de dire seulement que ce sont les jeunes qui sont en train de consommer, mais même les familles doivent jouer un rôle aujourd'hui afin que chacun puisse de son côté sensibiliser et attirer l'attention que la drogue aujourd'hui détruit. Tenir cette activité sportive à Ségou en marge des festivités du Festival sur le Niger est un devoir de mémoire à l'ancien gouverneur de la région, feu contrôleur général Alassane Traoré. Il était important parce que vous savez, ce mois-ci a été demandé par lui pour faire le sport de masse ici à Ségou. Donc il était important pour nous de tenir promesse. C'est lui qui l'avait demandé et nous avons finalement décidé de garder cela et de faire ce tour-là à son hommage afin de se rappeler de tous ces bons moments que nous avons passés avec lui, de tout son engagement ici pour la région et également
aussi faire des prières pour lui. Le sport de masse citoyen à Ségou aura tenu toutes ses promesses, en témoigne la mobilisation et l'ambiance donnée à cette occasion. Voilà, nous sommes à Ségou. Rendez-vous également est pris avec Awa Ditma Kamara et toute son équipe pour le journal spécial consacré au festival sur le Niger. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi. C'est qu'il fallait retenir. Alors, merci. Vous pouvez suivre juste après ce journal les informations météorologiques, une présentation de Aïssata Diawara. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous souhaite un excellent week-end. Et Ségou, si vous nous entendez, grand merci à tous. À tous nos téléspectateurs de là-bas, bonsoir et à demain. Bonsoir, Siragatou. Bonsoir à vous. À demain.